Censure de certains mots, restriction de certains contre-pouvoirs ou encore menace d'annexion du Canada ou encore du Groenland. Mais que se passe-t-il actuellement sous nos yeux? Le retour au pouvoir de Donald Trump et son alliance avec Elon Musk et les géants de la tech marquent une rupture majeure dans l'histoire des États-Unis, une rupture dont on ne mesure pas encore les conséquences. Alors aujourd'hui, j'ai eu une discussion passionnante avec Asma Mala, qui est politologue et chercheuse. Elle me livre son regard et son analyse de la situation à l'occasion de la sortie de son nouveau livre Cyberpunk, le nouveau système totalitaire. Je rappelle pour tous les nouveaux que ce format est aussi disponible en version podcast. Pour ça, vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast, bref, toutes les applications de podcast. Et de cette façon, facilement, sur le même flux, vous allez pouvoir retrouver à la fois les interviews, mais aussi les actualités culturelles et les actus du jour. Bref, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas louper ça. Et je vous laisse donc avec l'échange. Bonjour Asma Mala. Bonjour Hugo. Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Merci de venir ici, ça fait plaisir. Il y a plein de sujets qu'on va pouvoir aborder ensemble. Ce qui se joue sous nos yeux aujourd'hui est historique. Tu es politologue, tu es chercheuse spécialisée notamment dans les enjeux liés aux technologies. Et dans ton dernier livre qui est sorti il y a quelques jours, Cyberpunk, eh bien, tu livres ton regard très critique sur la situation, sur ce qui se joue actuellement, avec l'élection de Trump, avec la façon aussi dont les technologies peuvent nous dominer, ont un impact très important sur la société. C'était déjà l'objet de ton premier livre technopolitique. T'évoques aussi le risque d'un nouveau genre de fascisme. Je rentre pas dans les détails là-dessus, mais on va en parler évidemment au fil de la discussion. Et on va voir aussi ce qui pourrait se passer en Europe et en France. C'est aussi, je pense, assez important de voir avec tout ce qui se passe aux États-Unis, notamment la perception et les conséquences éventuelles en France. Gros programme, peut-être déjà pour commencer, en novembre 2024, Trump a été élu à nouveau président des États-Unis. En quoi, selon toi, cette nouvelle élection et ce nouveau mandat qui a débuté, il est différent de son précédent? Il a compris. Il a tiré beaucoup de leçons, notamment sur la mainmise sur l'appareil d'État, sur les institutions. Il a extrêmement préparé son arrivée au pouvoir. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de Marx. Et je commence un peu fort, mais elle est très drôle. Elle est très sympa, celle-là. Alors, il parlait pas du tout de Trump, hein, ouais. mais... mais je l'applique au cas Trump. En parlant des accidents de l'histoire, il disait la première fois, c'est un accident, la deuxième fois, c'est une farce. Et en effet, Trump, il est à la fois un spectacle, il fait le show, c'est une farce permanente. Il l'assume. C'est le nouveau mode de gouvernance. Il a absolument compris. Il est digital natif. C'est incroyable, malgré son âge. Il a l'intuition des mots, des choses. Et puis, il a aussi un ego absolument surdimensionné. Donc, la principale différence, c'est la préparation, c'est le niveau de préparation. C'est aussi les nouvelles alliances qu'il a autour de lui. Ce qu'il n'avait pas du tout sur le premier mandat. Et c'est ça aussi un des principaux points fondamentaux sur lesquels on reviendra certainement, et qui est un des grands points d'écart avec l'histoire. Vous savez, tous les parallèles historiques qu'on va faire avec les années 30, etc., arrivent aussi à leur limite, dans le sens où aujourd'hui, on a bien un pouvoir qui est ultra centralisé, mais qui est aussi très hybridé. Il y a tous ces géants technologiques autour de lui, et qui lui donnent la force. Et tu parlais de Technopolitique, qui était le premier livre, et il faut absolument revenir, je crois, sur sa distinction pour comprendre très facilement les choses entre pouvoir et puissance. Et d'ailleurs, dites-vous toujours que s'il y a un mot différent pour nommer un concept, c'est qu'il y a bien une différence. Il y a bien une différence. Ouais. Et donc, le pouvoir, c'est en fait la verticalité vers son peuple au sein des frontières. La projection de puissance, précisément, elle se projette. Les big tech apportent la puissance, la projection de puissance. Les big tech, c'est quoi? C'est les grands groupes technologiques. Ouais. C'est Google, Elon Musk et X-Corp, c'est Peter Thiel, Alex Karp et Palantir. On y reviendra si c'est pas connu du grand public, mais il est temps que ça soit très connu du grand public. On va en parler. C'est Alphabet, donc Google, c'est OpenAI et Microsoft, c'est Anduril aujourd'hui dans le secteur des drones et des armes autonomes. Donc en fait, c'est tout cet écosystème de géants technologiques ou de nouvelles unités technopolitiques qui sont aujourd'hui... Zuckerberg, bien sûr, on se rappelle cet été quand même, son espèce le retournement de... Bien sûr. Ah, dingue. Pour donner un peu le contexte là-dessus, effectivement, il a... là où, historiquement, on voyait ces grandes entreprises et ces patrons plus proches des démocrates, il faut dire les choses, ça avait une vision assez démocrate. Libérale au sens classique. Voilà. Et là, évidemment, ces derniers mois, il y a eu une sorte de retournement de veste de tous les patrons de la tech, et notamment de Zuckerberg. Absolument. Il y a eu un certain nombre de sorties qui ont fait parler. Et donc, ce que tu dis là-dessus, c'est qu'il y a effectivement Trump qui... Évidemment, c'est quelque chose de très incarné, il y a ce pouvoir-là, mais il y a aussi cette puissance technologique qui l'accompagne. La figure la plus importante, évidemment, auquel on pense, c'est évidemment Elon Musk dans ce cadre-là, même s'il a quitté le gouvernement. Ils se sont un tout petit peu... Ça s'est réallégé cet été. Oui. Hein. Ouais, donc on voit qu'il y a des allers-retours. C'est Dallas. C'est Dallas à Washington. Et c'est pas la première fois. Et on sait d'ailleurs que même dans le discours de Trump...
on commence à être habitué au fait que s'il y a une mésentente, il peut y avoir 2 mois après une réunification et encore après une nouvelle mésentente. On l'a vu avec Zelensky, on l'a vu avec les Européens, on l'a vu avec plein de gens. Absolument. Et surtout, Hugo, et ça c'est très important, c'est que la façon dont les médias en général traitent ces informations, on les traite par l'anecdote. Ils se sont disputés, on va passer 3 jours à commenter la dispute. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne change absolument pas du tout la nouvelle architecture du pouvoir, celle du XXIe siècle. Et elle est fondamentalement différente de celle du XXe. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans un clair-obscur. On a complètement perdu les repères et on n'a pas, disons, inventé les nouvelles lunettes pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Et Trump et Musk accélèrent notre compréhension de l'histoire, en fait. Parce que pour que tout le monde comprenne bien, donc il y a le pouvoir de Trump et il y a cette puissance de ces réseaux sociaux et de ces gens derrière. Qu'est-ce que ça permet concrètement, c'est-à-dire la puissance d'un X aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle permet à Donald Trump? Alors, on va y aller acteur par acteur parce qu'ils ne se ressemblent pas tous, ils n'ont pas tous les mêmes, disons, bénéfices ou avantages pour le pouvoir en place. Prenons X et Elon Musk au sens large. Elon Musk va très vite en fait transformer X, qui est donc sa plateforme de réseau social, en machine de guerre idéologique et en outil de propagande de masse. Aussi, un tout petit peu Zuckerberg avec tout son écosystème. Il faut comprendre que Instagram, c'est Zuck, que WhatsApp, c'est Zuckerberg. Enfin, attention, tout ce qu'on utilise là à droite à gauche, on a l'impression que c'est sympa, c'est neutre, etc. Il y a derrière des biais, des orientations et qui sont de plus en plus idéologisés. Donc, et avec d'ailleurs des variations. Tous ne sont pas au même niveau de maturité, disons, idéologique ou de censure idéologique. Mais c'est ça. Donc X, très vite, à partir d'ailleurs du 13 juillet. Qu'est-ce qui se passe le 13 juillet? Il y a la tentative d'assassinat contre Trump. Donc ça, c'est 2024, c'est avant l'élection de Trump. C'est l'été dernier. Donc le 13 juillet, bam, le gars, évidemment, va l'instrumentaliser au maximum. Et quelques heures plus tard, Elon Musk va dire, ça va déclencher l'adhésion officielle de Elon Musk, qui va donner énormément d'argent. Enfin, énormément. Pour la démocratie américaine, c'est pas tant que ça, d'ailleurs. C'est 270 millions de dollars, plus le Super PAC, qui est en fait un fonds d'investissement ou financier pour aider à l'organisation sur le terrain de la campagne de Trump. Et en fait, à partir de là, ils vont commencer à battre le terrain ensemble. Et Elon Musk va le faire. Donc, il va vraiment aller faire des meetings. On se souvient de lui sautillant, etc. Il va complètement déverrouiller le réseau social pour et par MAGA. Et il va se nommer très vite Make America Great Again, c'est le mouvement de Trump. Et il va se nommer Dark MAGA, le MAGA en chef, Dark Vador. Ouais. Et donc, il y a une véritable alliance et qui, d'une certaine façon, va très vite confirmer ce que j'expliquais dans le premier livre Technopolitique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour comprendre le 21e siècle dans son arène, dans l'arène du pouvoir, il faut comprendre qu'on a un Léviathan à 2 têtes. Le Léviathan, c'est cette créature politique de Hobbes. Thomas Hobbes, ouais. Et qui, en fait, l'avait conçu d'un point de vue de la théorie politique, en réaction d'ailleurs à quoi? À la guerre de tous contre tous. C'était ça. Et là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que tu peux expliquer ce qu'était le Léviathan et justement quelle est la différence avec toi, ce que tu théorises aujourd'hui? Le Léviathan, donc, c'est une espèce de créature politique où en fait, le peuple qui donc se mettait sur la... je vais le dire très vulgairement, mais se mettait sur la gueule. Ouais. Et qui avait vraiment traumatisé le pauvre Thomas Hobbes, donc, et qui va écrire donc, le Léviathan, et qui est cette créature politique où on va créer un appareil d'État auquel on va donner un certain nombre de nos libertés d'ailleurs maximales, qu'on retrouve aujourd'hui dans les lectures MAGA, Musk, etc. C'est-à-dire, la liberté n'est pas la licence. La liberté, d'un point de vue de la philosophie politique, a forcément une limite. Parce que si je peux tout faire, là, je peux tout de suite te tuer, et je suis libre de le faire après tout. Donc la liberté maximale est en fait une déviation, une dérive de la liberté au sens politique, c'est-à-dire des droits et des devoirs. La confusion conceptuelle, c'est avec le concept de licence. La licence, c'est une liberté qui est pervertie. Et c'est ça l'acception aujourd'hui américaine, MAGA, Musk, Trump, c'est la licence. Je fais ce que je veux et tu n'as pas le droit de regarder dans ce que je fais. Et qui est dangereuse pour le vivre ensemble. Donc sur Hobbes, le deal, en gros, c'était de dire on va faire un transfert d'un certain nombre de nos libertés. En échange, on va avoir la garantie de la paix civile. Une forme de sécurité qui serait garantie. C'est-à-dire, je peux rentrer chez moi en étant absolument serein sur le fait que je ne vais pas être volé, tué, agressé, etc. Et en échange, je consens à renoncer en quelque sorte à certaines libertés. Donc ça, c'est la théorie du Léviathan. Mais le Léviathan est un monstre. Ouais.
quand même. Ouais. C'est-à-dire on a tout d'un coup quelque chose qui va absolument, et qui peut être arbitraire. Ouais. Ce qui est très intéressant dans ce qu'on est en train de vivre nous aujourd'hui, et sans retourner systématiquement dans l'histoire, encore que aujourd'hui on en a besoin pour éclairer des choses, mais il y a beaucoup de différences fondamentales. Il y a aussi des choses très inédites qu'on est en train de vivre. C'est en fait un Léviathan à deux têtes. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui une figure centralisée, unifiée, unique. On a les big tech, on en a parlé, les géants technologiques, qui aujourd'hui sont les outils de puissance, parce que l'intelligence artificielle, c'est avant d'être un narratif, avant d'être un récit, c'est d'abord une projection de puissance aujourd'hui américaine et ou chinoise. Et on voit la rivalité aujourd'hui. Qui est centralisée sur cette question-là. D'ailleurs, on pourrait y revenir sur la façon dont Trump est en train de racketter Nvidia, qui est aujourd'hui le grand constructeur des puces qui permettent la puissance calculatoire des systèmes d'IA et des algos. Donc, il y a cette puissance, donc c'est deux têtes. Et le Big State en face, qui est en fait cet État-empire, ou on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, moi, je l'appelle Big State parce que je trouve ça plus intéressant, parce qu'il tire sa puissance pour et par ces géants technologiques. Et donc, aujourd'hui, il y a deux big states au monde, États-Unis et Chine. Ce qui pose en creux la question de « et le reste du monde ?» Donc, et nous, l'Europe, la fameuse troisième voie, etc. Nous ne sommes absolument pas du tout un big state et nous n'en prenons absolument pas la voie. Donc, pour comprendre, voilà, de façon un peu simple, mais sans perdre la complexité, non, mais ça résume, big state. Et d'une certaine façon, si on schématise, quand on parle de Trump et de Musk, ça schématise un peu ce côté big state incarné par un président, le président des États-Unis, et Elon Musk qui incarne cette dimension non, mais c'est dingue, parce que Technopolitique, il sort en février 2024, et quelques mois plus tard, il me donne la preuve du concept, et donc je suis assez contente de ce point de vue-là. De cet élément, effectivement, on le voit de cette façon-là. Et pour continuer dans cette réflexion et bien comprendre les intérêts de chacun, quel est l'intérêt d'un Musk quand il investit? Alors, financièrement, on l'a dit, même si c'est peut-être pas le plus intéressant à observer, mais c'est via ses réseaux, via X, quand il soutient comme ça Donald Trump, quel est son objectif? Est-ce que c'est une vision purement, on va dire, capitaliste ou marchande de faire de l'argent? Est-ce que ça va au-delà de ça? Comment est-ce qu'on peut l'observer, que ce soit pour Musk ou pour d'autres? Alors, c'est très intéressant parce que Musk n'a pas une colonne vertébrale idéologique très claire. Et puis, il a fait beaucoup d'allers-retours. Il est plutôt, disons, idéologiquement instable. À un moment donné, j'avais pris l'habitude de le comparer, vous savez, au Joker de Batman. C'est quelqu'un qui est, je crois, fondamentalement embêté par la lourdeur bureaucratique rapport à ces innovations, notamment SpaceX. On parle beaucoup de X, mais il y a SpaceX aussi, qui a militarisé, qui est en train de militariser l'espace avec des contrats absolument faramineux avec le Pentagone et la NASA surtout. Donc, il a des contrats, on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc, c'est assez énorme. Et d'ailleurs, ce sont des codépendances. C'est-à-dire que Musk dépend beaucoup de contrats fédéraux, mais attention, l'appareil d'État aujourd'hui et militaire américain dépend aussi beaucoup de Musk. Donc, et c'est là où ils se tiennent par la barbichette. Géant, pour exercer Palantir, effectivement. Absolument. Peut-être, si tu veux définir ce qu'est Palantir pour ceux qui ne connaissent pas. Palantir, alors, ce fut une start-up qui avait été créée après le 11 septembre par un certain Peter Thiel, à la tête de laquelle, d'un point de vue exécutif, aujourd'hui, on a un gars qui s'appelle Alex Karp, d'ailleurs, qui a sorti un bouquin il y a quelques mois qui s'appelle La République technologique, ça veut tout dire, et qui, en fait, développe un certain nombre d'outils de traitement de data, d'intelligence artificielle, de jumeaux numériques, etc., sur les questions sécuritaires défense. Et l'idéologie derrière, quand Thiel a créé ça donc en 2001, c'était de dire, mais en fait, l'État n'a pas été foutu d'anticiper et d'éviter le 11 septembre. Donc, on a des défaillances majeures dans l'appareil d'État, dans l'appareil de défense, dans l'appareil sécuritaire. Et donc, c'est à nous, secteur privé, c'est à nous, vrais chantres, disons, de l'innovation et du progrès technologique, parce que pour eux, c'est du progrès. Il faudrait définir ce qu'est le progrès par ailleurs, mais et de qui et de quoi et de qui on parle plus exactement. Mais toujours est-il, donc il va développer ça et très vite il va vendre ces logiciels à un certain nombre donc d'acteurs, notamment le Pentagone, mais ici aussi d'ailleurs en France sur les renseignements, etc. Ce qui va lever d'énormes questions sur les questions de souveraineté. Oui, parce qu'on a une entreprise privée qui gère des sujets de surveillance, des sujets de sécurité nationale, avec des données extrêmement sensibles et le tout avec un géant milliardaire derrière. Donc ça, c'est 2001. Pour donner la couleur idéologique. La première, donc 2001, on commence à comprendre qu'il y a cette vision très libertarienne de dire, mais en fait, l'État est incompétent, est impotent, et donc il va falloir le disrupter.
C'est vraiment la question de la disruption de l'appareil d'État. Donc, et ça, c'est très, disons, compatible avec les idées de la Silicon Valley, de Stanford, de tout cet écosystème qui, en fait, est l'héritier des années 60, des hippies, etc. Bon, à la limite, pourquoi pas. Mais dès 2009, il va se fendre d'un autre article très court où il va expliquer davantage sa vision de la démocratie. Et c'est là où ça devient encore plus embêtant, parce qu'il explique que la démocratie est l'antinomie et le contraire, l'adversaire de la liberté. C'est qu'on ne peut pas être libre et démocrate. Et pour lui, la démocratie, c'est en fait, si je le schématise, la dictature des average, de la moyenne. Nous autres, les médiocres. Et nous sommes tous, dans notre état de droit, dans notre revendication de nos droits fondamentaux, dans nos institutions, nous sommes tous en fait des freins à son génie. C'est ça, en fait, l'idée. Et donc, il va falloir absolument détruire ce qui ralentit le progrès technologique. Et plus tard, et d'ailleurs, en ce moment, il est assez visible dans le New York Times, etc. Il donne un certain nombre d'interventions. Il est très précautionneux de son image publique, mais en ce moment, il parle pas mal. Et en fait, ça n'a fait que s'aggraver. C'est-à-dire que le gars est entré dans des délires paranoïaques apocalyptiques assez dingues. Là, il est en train, en ce moment, là où on se parle, il est en train de faire un cycle de conférences sur l'antéchrist, quand même. Okay. Ah ouais. Et donc, Peter Thiel, c'est un peu comme un Musk, ce que j'entends là, c'est qu'il y a une volonté de dire, oui, j'ai potentiellement, et on va en revenir d'ailleurs après là-dessus, une idéologie ou une pensée profonde, mais une des pensées importantes, c'est... les groupes privés doivent remplacer l'État sur un certain nombre de sujets parce qu'on sera meilleur qu'eux pour des choses comme ça. C'est un peu leur façon de le voir. Plus rapide, plus innovant. Voilà. Et donc, il faut potentiellement casser l'État. Et on l'a vu évidemment avec Elon Musk, avec le Doge qui a essayé. Alors, tout ça, il y a nuancé aussi. On retrouve Palantir par ailleurs. On retrouve Palantir, effectivement, et qui a essayé de en fait, fermer un certain nombre de bureaux, d'agences, etc. Pour remplacer et mettre à la place leurs entreprises. Et d'ailleurs, ce qui est assez génial, parce que moi, j'aime bien travailler les images. Parce que j'adore faire de la théorie politique et c'est mon kiff et c'est mon métier, mais les images sont très importantes. Et c'est là, tu commençais par me dire quelles sont les différences entre le premier et le deuxième mandat, mais j'ai presque envie aussi de te dire entre aujourd'hui et 1930. Et il y a des différences. Et Trump maîtrise énormément l'image, mais Musk aussi. La première conférence de presse dans le bureau ovale, je ne sais pas si on se souvient, elle est absolument mythique, cette photo. Avec Musk et Trump ? Ouais. Et surtout, donc on a quoi ? Par rapport à ma figure du Léviathan à deux têtes, dans le cyberpunk, j'appelle ça le dit Léviathan, parce qu'il est dual, ou le big tech et le big state. Donc on a le big state qui est donc aujourd'hui Trump assis à son bureau, à côté de lui debout, le CTO, le Chief Technological Officer de la Maison-Blanche et en fait des États-Unis, Musk, qui est en train d'expliquer que à ce moment-là, on le challengeait, tu te rappelles, sur les erreurs. Ils avaient fait un paquet d'erreurs, c'est un truc affolant. Et je pense que vraiment... Il disait, mais en fait, dans les suppressions d'emplois, etc., dans les fermetures d'agences et tout. Exactement. On était au moment aussi de l'USAID. Et donc, il a expliqué que tout ça, c'était du test and learn, que c'était normal donc de se tromper, parce que de fait, quand on est dans des startups, on fait des choses, si ça marche pas, tu répares. Tu rétropédales, tu répares, tu avances et tu fais de l'incrémental comme ça. Il disait, mais enfin, moi, je fais du test and learn et nous, ce qu'on gère, c'est des lignes de code. Et c'est ça qui est fondamental à avoir en tête. C'est que on est dans quelque chose de totalement hybride, mais aussi d'un point de vue de l'accélération de l'histoire. Eux parlent beaucoup d'accélérationnisme de la technologie. Et c'est le projet d'un Peter Thiel, d'un Elon Musk, ou même d'un Sam Altman d'ailleurs, qui est peut-être qui est donc le patron d'OpenAI et derrière ChatGPT, etc. Lui aussi, il parle d'accélérationnisme. L'accélérationnisme, c'est un courant philosophique, fin des années 90, qui vous explique que nous sommes à un point de blocage, on n'est pas en train d'avancer comme il faut. Un certain nombre de progrès, d'ailleurs, c'est Peter Thiel qui va le dire, un certain nombre de maladies ne sont pas aujourd'hui traitées, qu'en fait, on tourne en rond et que nous n'avons plus de réel progrès civilisationnel. Et donc, de ce point de vue-là, le système est moribond. Il faut donc l'accélérer pour le faire entrer dans le mur, pour inventer le système d'après. Mais le système d'après, c'est eux. Pour terminer sur la question du binôme Big Tech, Big State et Trump-Musk plus exactement comme avatar de ça ou figure totem de ça, c'est très intéressant parce que sur l'appareil idéologique, parce que c'est du rétrofuturisme ce qu'ils font. Trump va t'amener toutes les valeurs conservatrices, néo-réac, le Gilded Age, donc l'âge d'or de l'Amérique de la fin du 19e, avec d'ailleurs à l'époque aussi des mégacorps. Il y avait Rockefeller, etc. JP Morgan, Edison, etc. Donc il y a ce Gilded Age qui revient avec une vision très traditionnaliste, suprémaciste, masculiniste, avec aussi tout le phénomène autour des tradwives, par exemple. Elles sont toutes d'ailleurs blondes, très bien coiffées, à la maison, etc. Donc, la question aussi de la fertilité, faire des enfants, beaucoup. Bon.
Donc, il y a un retour vraiment ultra conservateur, mais qui est doudou, qui rassure, des hommes blancs qui ont l'impression en fait d'être en déclassement total, parce qu'ils parlent aussi à ça, à ces rednecks à lui. Et le futur. Donc c'est la classe ouvrière, pour dire les choses, les rednecks, etc. Ouais. Après, il n'y a pas que, il y a des latinos, etc. Sûr, mais globalement, dans le mouvement de masse qu'il y a eu autour de MAGA, c'est quand même beaucoup ça. On le voit avec Joe Rogan, avec Lex Fridman et tous la clique et l'écosystème de podcasteurs qu'il y a eu autour. Parce que tu me parlais de X, ça ne s'est pas joué que là. Ça s'est joué aussi sur tout l'empowerment des podcasts. Donc, et le futur. Donc, tu as du rétro... et la projection vers le futur. Et ça, c'est Musk qui l'a amené avec Mars, avec on va faire de vous une civilisation multiplanétaire et on va y aller. Et donc, en fait, c'est la jonction, le récit MAGA sur la campagne et sur le début du mandat de Trump, ça a été... On vous rassure sur les valeurs, vous inquiétez pas les gars, on revient aux années 50 et on va au 22e siècle et on y va. Et d'ailleurs, même Trump était très fier de ça. Enfin, on avait couvert la campagne, j'avais été à un meeting de Trump et il répétait son admiration pour Musk, l'idée d'aller sur Mars, il disait on va emmener les États-Unis loin, et c'était l'exemple même de ce. D'ailleurs, c'est la ressuscité de JFK, Kennedy, 1961. We choose to go to the moon. En pleine guerre froide. Donc en fait, vous avez comme ça des rappels historiques, mais avec des différences. C'est ce que tu évoques aussi dans le livre. Un des aspects que j'ai trouvé intéressant, c'est tu as analysé comment est-ce que Donald Trump souhaite aussi repousser les frontières. Alors lui, en l'occurrence, c'est le projet de s'emparer du Groenland un jour. On peut parler du canal du Panama. On peut parler de l'Ukraine. On peut même parler de Gaza avec les sorties qu'il avait fait il y a quelques mois. Donc, il y a cette projection et cette envie de repousser les frontières, disons impérialiste, qu'on retrouve, et tu l'expliques aussi avec un Musk, finalement avec l'envie de conquérir Mars. Qu'est-ce que ça illustre, qu'est-ce que ça dit de ces personnalités, cette envie comme ça de repousser les frontières? C'est très intéressant parce que lui, il nous a quand même vendu l'histoire qu'il allait être isolationniste quand même. Ce qui n'est l'Amérique d'abord, l'Amérique avant tout. Ce qui n'est absolument pas. Alors l'Amérique, oui d'abord, mais au détriment d'à peu près tout le monde. Et en fait, c'est une logique d'empire, d'ailleurs d'un empire qui est un tout petit peu quand même sur le déclin. Donc dans les logiques d'empire, vous avez des phases. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de revival de l'empire américain ou de la Pax Americana par la question technologique et par l'IA notamment, mais pas que. Et c'est très intéressant parce que c'est le concept de next frontier, en fait, de la prochaine frontière. Et donc, qu'on retrouve d'ailleurs dans les mots et dans les concepts de l'IA, quand on parle de la prochaine frontière ou en termes d'IA, qui était d'ailleurs un des derniers textes qui avait été sorti par l'administration Biden. C'est en fait les logiques de rupture. Il faut comprendre qu'on est aujourd'hui dans des logiques pas de disruption, mais vraiment de rupture. L'accélérationnisme est une rupture. La prochaine frontière est une rupture. En fait, ils ont l'ambition de créer une nouvelle civilisation. Ça, c'est clair, et notamment chez les technologues et les gourous un peu de la Silicon Valley. D'ailleurs, par parenthèse, ils ne sont pratiquement plus du tout là-bas. Ils sont au Texas, ils sont à droite, à gauche. Enfin, il y a plus grand monde dans la Silicon à San Francisco. Et juste, disons pour aller vite, quoi. Et donc, c'est très intéressant, la question de la frontière, parce que on revient toujours Big Tech, Big State, rétrofuturisme. Trump a un logiciel de papy, malgré tout. Donc lui, il est sur la frontière géographique, physique, il est sur de la topologie. Il est sur le Groenland, il est sur le Canada, le Canada, le golfe de l'Amérique. Il est sur le deal qui a été au départ très honteux avec l'Ukraine d'aller faire la mainmise sur les sous-sols. Absolument. Gaza, n'en parlons pas, c'est une honte et ça restera la honte morale du début du 21e siècle. Et on pourra en parler ou pas, mais c'est une honte morale. On a dépassé le niveau de la faute. L'autre prochaine frontière, les autres, elles sont beaucoup plus intéressantes parce que celle-ci, on n'en parle pas, c'est le cerveau. Ouais, donc c'est Musk avec Neuralink par exemple. L'idée de se dire on va avoir des implants dans le cerveau et donc c'est repousser les frontières différemment parce que c'est repousser les frontières cognitives, la façon dont notre corps fonctionne et... Bien sûr. Ouais. Et l'autre prochaine frontière, elle est disons spatiale, c'est Mars. Donc en fait, toutes les frontières biologiques, charnelles, cognitives, de l'univers galactique ou juste sur Terre, toutes sont en train d'être redéfinies ou repoussées ou en tout cas challengées. C'est très intéressant ça. Et pour un Musk par exemple, on le disait tout à l'heure, il peut y avoir à repousser ses frontières avec Neuralink par exemple, un intérêt commercial, un intérêt économique, business, mais il y a aussi un intérêt idéologique, il y a ça. Mais pour un Trump, pour revenir du coup à lui et ses frontières, qu'est-ce qui fait qu'il a cette ambition-là? Qu'est-ce qui fait que, y compris par rapport à son dernier mandat, là, il y a clairement une volonté affichée de se dire peut-être qu'on va prendre le Canada, peut-être qu'on va prendre le Groenland.
Qu'est-ce que ça dit? Quel est son objectif en faisant ça? Alors, il y a deux choses. Il y a le fond et la forme. Disons, il y a l'intention et les modalités. L'intention, c'est l'Empire américain, ça c'est très clair. Et son truc d'isolationnisme, c'est moyen. En fait, la vérité, d'ailleurs, on parle du Groenland et du Canada parce que c'est des pays avec des frontières et puis c'est un peu facile à comprendre. La première colonie américaine, c'est pas du tout eux. Ça, c'est un projet. La première colonie, c'est qui? C'est nous. C'est l'Europe. Sur quel aspect? On est totalement vassalisés. Et ça, tu ne le vois pas à l'œil nu. C'est-à-dire que dans les discours... Donc l'intention, c'est l'Empire. La modalité, c'est la guerre commerciale. En gros, c'est un peu toujours ce qu'il met dans la balance. C'est les tarifs, c'est en fait un rapport de force, un rapport d'humiliation. Il est dans des rapports de domination. Il a une personnalité. Je déteste faire de la psychologie, mais dans ce cas-là, c'est quand même difficile de faire l'économie de ça. Il a quand même une personnalité très narcissique. D'aucunes diraient pervers narcissique. Et donc, de ce point de vue-là, il est vraiment dans des logiques d'humiliation et de domination. Et donc, son plaisir, c'est de plier l'adversaire, pour ne pas dire parfois l'ennemi. Et donc, c'est ça, c'est là où il prend le plaisir. Et donc, il va comme ça en frontalité permanente, et puis il est dans un rapport de force déjà gagnant, puisque en fait, on va pâtir, nous, de 40 ans de retard, où en gros, on n'a pas du tout anticipé cette possibilité-là. On était encore dans le logiciel de dire les Américains étaient nos sauveurs. Or, le truc dingue aujourd'hui, c'est que il n'y aura plus de sauveurs. Ouais. On va parler d'ailleurs de l'Europe après, mais du coup, pour un Trump, avec ces frontières-là et avec on voit effectivement les modalités, comment est-ce qu'il le fait, mais l'objectif, c'est quoi? C'est qu'il se dit, il y a la Chine en face et je dois absolument réagir. Oui. Est-ce que c'est l'objectif de se dire, c'est une façon pour moi de ressouder, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas d'essayer de mobiliser et d'avoir une adhésion derrière moi, de se dire, regardez, notre projet, il va là et on va là-bas. Ressources. Quel intérêt? Ressources, vraiment. On est vraiment sur de l'extraction. C'est de l'extractivisme géopolitique ou politique pur et simple. Pas par caprice. Attention de dire il est fou, il est capricieux, c'est pas si simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, je te refais l'histoire de façon très simple, mais qui va reboucler avec tout ce qu'on a dit et qui va faire un peu un sum-up de tout ce qu'on vient de se dire. D'un point de vue, aujourd'hui, si je laisse de côté les questions idéologiques, on reste sur de la géopo pure 21e siècle. On a aujourd'hui deux empires qui sont en train de se fighter, qui sont en train de se confronter, qui sont États-Unis et Chine. Le centre de la confrontation entre États-Unis et Chine aujourd'hui est technologique et c'est notamment les intelligences artificielles à usage militaire. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas ChatGPT, dis-moi chat, est-ce que mon mec m'a ghosté, c'est normal. C'est pas ça. C'est pas l'usage civil. C'est, disons, l'usage militaire qui est possible. Et d'ailleurs, OpenAI vient de signer un certain nombre de contrats avec le Pentagone, etc. Bon, par parenthèse. Parce que ce sont des technologies dites duales. Elles sont à chaque fois civiles et militaires dans le même temps. Donc, l'enjeu aujourd'hui, ce sont des armées. C'est la force des armées. Une armée performante aujourd'hui ne peut pas faire l'économie de ces technologies ou de ces hyper-technologies. Donc l'IA est au cœur. Pour avoir des IA performantes, vous avez besoin, si on la décompose sur sa chaîne de valeur industrielle, de compétences, de talents, et de ressources, de modèles et de ressources. Ouais. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir la puissance de calcul sur les puces, etc. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, il y a un énorme enjeu. Et les ressources, qu'est-ce que c'est du coup pour que les gens comprennent bien? Germanium, gallium, c'est les terres rares. C'est des rares, qui ne sont pas rares en soi. Oui. C'est un faux, d'ailleurs, c'est un faux. Il y en a vraiment pas mal. Mais germanium, gallium, etc. Et donc, je reviens juste sur cette rivalité géostratégique, elle est très intéressante. Pourquoi il y a aussi un emballement de l'administration américaine? Et je fais encore une précision, Trump et Biden, c'était même combat. Les modalités changent, mais Biden avait commencé déjà à faire un certain nombre de restrictions à l'exportation vers la Chine, etc. Le pivot chinois a commencé sous Obama, en réalité. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une continuité sur les logiques de superpuissance et d'empire. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a aussi un emballement? Parce que la Chine, elle, a quand même une mainmise sur l'Afrique. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir la façon dont ici en Europe il y a des angles morts totaux. L'Afrique elle n'existe pas. Enfin, donc c'est très très grave parce que on a comme ça un espèce de manque de lecture systémique des choses. La Chine aujourd'hui, et d'ailleurs il y a quelques jours de ça, il y avait le sommet. En Chine, où il y avait qui? Il y avait Erdogan, il y avait évidemment Poutine, il y avait Xi Jinping, il y avait Modi qui est en train de se retourner complètement contre les États-Unis. Donc c'est ça qui est en train de se jouer. On a une espèce de global Modi, south. Donc, président indien, mais qui effectivement était proche, enfin et encore peut-être proche, mais même d'Emmanuel Macron, etc. Mais là, on voit qu'il y a un rapprochement qui se fait aussi avec la Chine. Parce qu'il vient de s'en prendre plein la tronche par Trump, en rétorsion sur les droits de douane. Sur les droits de douane, en rétorsion à Poutine. Donc le gars qui avait rien demandé se retrouve avec des droits de douane en punition. Et donc évidemment.
parce que c'est quand même l'Inde et qu'elle a une ambition réellement de puissance régionale et qu'elle a beaucoup de dissensions et de différends avec la Chine. Mais en réponse à Trump et à ce bras de fer qu'il a lancé et qui est complètement gratuit, elle s'est retournée vers la Chine. Donc c'est assez dingue. Et donc en fait, on a une espèce de BRICS, de pays comme ça, du pseudo-Global South, qui n'est vraiment pas global, qui est très hétérogène. Mais on a comme ça des pays qui, en fait, sont vraiment en train de se dire la logique occidentale ne peut pas continuer. Nous allons architecturer un nouvel ordre mondial. Donc, la rivalité géostratégique États-Unis-Chine se joue autour de ça. La question des ressources et des terres rares est fondamentale parce que c'est ça qui va fueler, c'est ça qui va venir alimenter aujourd'hui le principal outil de projection de puissance que sont aujourd'hui les systèmes d'intelligence artificielle au pluriel à usage militaire en particulier. Et donc c'est le cas, on peut imaginer que c'est le cas pour le Groenland par exemple, parce qu'il y a des terres rares, il y a des ressources là-bas qui peuvent être allées exploiter. Mais pour le Canada par exemple, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est plus une question de se dire économiquement, il faut le dire, c'est un pays qui est en difficulté aujourd'hui, en tout cas par rapport aux États-Unis. Est-ce que c'est une façon de dire, de mettre une pression, notamment sur la dimension commerciale après? Comment ça se... C'est une pression, et il y a un truc vraiment très bête, là je crois, dans le cas du Canada, c'est que Trump a toujours dit que c'était le dernier État américain, quoi, et que c'était les mêmes. Donc il y a aussi quelque chose de la disons, dissolution du Canada dans les États-Unis, disons que cette frontière était complètement artificielle et que donc c'était les États-Unis, et parce que de fait, le principal partenaire aujourd'hui des États-Unis, enfin du Canada, ce sont les États-Unis, etc. Donc évidemment, il y a la question de l'empire, ou plutôt de la zone d'influence. C'est plutôt des zones d'influence, d'ailleurs, à comprendre davantage comme ça. Et le Canada, c'est le voisin immédiat. Donc c'est évident que il y passe aussi, quoi. Et avec des ressources par ailleurs, on y revient effectivement. Et de l'espace. On parlait tout à l'heure même depuis le début, on parle de cette alliance entre technologie et État et comment est-ce que Big Tech et Big State, ce que tu évoques ici. En même temps, on en a parlé, il y a des formes de tensions qu'on a pu observer entre Elon Musk et Trump. Alors, on l'a dit, je ne sais même pas si ça se trouve d'ici 15 jours, ça aura encore changé, mais il y a des moments de tension. Et Elon Musk a quand même quitté, mais comme il l'avait dit, mais a quitté l'administration. Il est revenu sur Tesla notamment, parce qu'il sentait que ça commençait à être compliqué d'un point de vue business aussi pour lui, avec une image qui était clairement ternie. Ça pose quand même une question plus profonde, qui est que là, oui, il y a une forme d'alliance et chacun, peut-être, y trouve ses intérêts. Les uns vont chercher des contrats avec l'État américain, l'autre, c'est une forme de puissance d'avoir ses réseaux sociaux et ses soutiens. Mais ça peut aussi se fracturer. On peut aussi imaginer, demain, c'est cette big tech se dire, en fait, Trump, il nous arrange pas tant que ça pour une raison X ou Y. Est-ce qu'on peut imaginer une forme de fracture entre les deux? On peut imaginer une forme de fracture, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Tant que Trump est au pouvoir, d'ailleurs, il y a des exemples très concrets qui le prouvent, hein, c'est pas juste du verbe. Tant que Trump est au pouvoir, ils n'ont aucun intérêt à ne pas faire allégeance. Aucun. Pour des raisons réglementaires, pour des raisons de rapport de force. Trump est plutôt quelqu'un qui est dans des rapports de force très virilistes, très musclés, il va très vite au conflit tout de suite. Donc, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui. Vous avez il y a eu deux façons de gérer Trump. Il y a ceux qui se sont montrés du bout des lèvres ou du bout vraiment, ou sur la pointe des pieds, qui ont fait allégeance, mais sans trop se mouiller. Je pense à Google, par exemple. Altman est dans quelque chose de beaucoup plus conciliant, beaucoup plus universel. Mais quand même, ils sont dans une guerre idéologique. Quand cet été, Trump va ouvrir le AI Summit des États-Unis et qui va expliquer que l'IA, c'était quand même l'outil de propagation des valeurs américaines et que c'était exactement les mots de Sam Altman quand il s'était fait auditionner 2 ans plus tôt, il y a un enjeu. Attention, les systèmes d'intelligence artificielle, vos outils sont des vecteurs idéologiques, de récits, de narratifs. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Évidemment que ça ne le peut pas. Dès l'instant où vous avez un humain sur la boucle qui va construire un outil, il va forcément mettre des arbitrages. Donc c'est ça qui va visibiliser des savoirs, invisibiliser d'autres. Et quand en plus vous avez aujourd'hui un parti ou une force politique qui a une idéologie très claire et qui est plutôt dans la confrontation, qui est plutôt dans une forme même de fascisme, parce qu'il y a des mots qui sont invisibilisés, des bases de données qui sont scratchées. Enfin, c'est tout ça quand même, Trump. Hein. On va en parler après de la question des mots, bien sûr. Donc aujourd'hui, les outils, ils ne créent pas de l'autoritarisme, ils l'accélèrent. Ce sont des coefficients amplificateurs très très forts. Et donc aujourd'hui, effectivement, on peut imaginer que Musk n'a pas intérêt à vraiment se rompre complètement avec Donald Trump parce que c'est son meilleur allié d'une certaine façon. Et réciproquement. Mais en même temps, un Musk, il a quand même ses entreprises, il a ses trucs.
Je sais pas, il y a la question de Trump, mais il y a aussi la question de la Chine. Musk a des usines en Chine, c'est un marché qui est colossal pour lui, il y a peut-être cet intérêt-là. Il n'y a pas un risque pour un Trump, par exemple, d'imaginer voir un Musk se dire « Bon allez, les États-Unis, Trump, j'arrive pas » ou il met des bâtons dans les roues. Je vais aller voir du côté d'autres puissances et du côté de la Chine. C'est très théorique et on en est très loin, mais il n'y a pas un risque possible que cette big tech américaine, finalement, où certains se disent « Ah bah, on va choisir notre camp entre les deux ». Notamment si demain, oui. C'est plus Trump, mais c'est typiquement des démocrates ou d'autres camps qui sont plus hostiles à ces technologies. Alors, aujourd'hui, on est dans une militarisation de l'espace. L'organe dans l'administration américaine qui s'occupe de ça s'appelle la NASA. Aujourd'hui, la NASA est infoutue de faire quoi que ce soit sans Musk. Ouais. Et on l'a vu dans l'actualité. On oublie la question. Demain, Musk meurt, il y aura toujours quelqu'un à la tête de SpaceX. Donc, attention à se détacher des questions de personnes et des inimitiés pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue système, d'un point de vue plus pérenne. Aujourd'hui, il y a un pouvoir et une puissance donc, qui se sont splittés, qui se sont divisés en deux. Et les deux travaillent ensemble. Mais là où tu as aussi raison de dire, les intérêts peuvent être parfois divergents. Ils peuvent ne pas être d'accord. On l'a vu d'ailleurs. Elon Musk, quand il est parti, il était parti pour sa Big Beautiful Bill parce qu'elle allait sucrer des subventions à Tesla. En gros, c'était un peu ça l'idée. Et il va dire, je vais faire mon America Party. Mais très vite, il va réfléchir. Il va se dire, en fait, non, je vais calculer le coup d'après. Le coup d'après, c'est J.D. Vance 2028. Et donc, il va rétropédaler sur son America Party. Il va s'occuper de son biz parce que c'est ça. Le business, c'est forcément et toujours géopolitique aujourd'hui. Que Tesla et SpaceX se portent bien, c'est ça qui lui donne la puissance. Oui, c'est sa puissance à lui. Et sans ça, si demain Tesla se casse la gueule et que SpaceX fait n'importe quoi, je veux dire, il n'aura plus aucune influence. Ouais. On est absolument d'accord. Ouais. Donc, ce sont ces fleurons et c'est ça qui fait que Musk existe aujourd'hui sur la scène politique, idéologique ou internationale. C'est pas Musk parce que c'est Musk. Et donc, c'est en ce sens que c'est intéressant parce que demain, c'est un autre. Ça n'a aucune importance. Maintenant, dans le cas de la Chine et des intrications entre Chine et États-Unis, puisque la rivalité géostratégique se joue là aujourd'hui, Trump a changé un peu de vision par rapport à Biden. Biden était vraiment dans une espèce de mur de Chine, de muraille, une espèce de splinternet où vraiment, il parlait même à un moment donné de découplage, etc. Donc, de découpler les économies. Là, on les avait ultra globalisées, ultra mondialisées, créé des interdépendances extrêmement fortes, etc. Donc, il y avait toute la fin de son mandat, c'était quand même ça, avec des discours de Jake Sullivan, qui était son conseiller à la sécurité nationale, qui avait des discours très comme ça, de coercition, on va dire. Trump, c'est pas la même chose. Trump, c'est un milliardaire, c'est un businessman, et il a toujours cette vision très transactionnaliste des choses. Et j'en veux pour preuve, non pas Musk, puisqu'ils se sont à peu près rabibochés. D'ailleurs, Trump n'a jamais été très violent envers Musk. Tu l'as remarqué. Il a toujours été assez soft. Enfin, on aurait pu s'attendre vraiment à pire. Oui, il botte en touche sur pas mal de... Oui, alors qu'il y a eu des provocations. Je le trouve plutôt vraiment sympa, quoi. Il fait pas du Trump avec Musk, quoi. Trump, très bizarre. Mais sur la question de la Chine, l'exemple le plus parlant de ce que je te raconte, c'est Nvidia. Nvidia, c'est cette énorme boîte, qui est aussi un géant technologique, qui est donc créée sur la chaîne des semi-conducteurs, ces puces qui permettent, de dernière génération, qui permettent donc à l'IA, à OpenAI, à Grok, etc. De fonctionner. D'avoir des super puissances de calcul. Ouais. Le problème de Nvidia, c'est que, au-delà du fait que la chaîne de valeur des semi-conducteurs est aujourd'hui aussi en partie en Chine, et notamment, il y a aussi la question de Taïwan, mais je ferme la parenthèse, le problème de Nvidia, c'est qu'elle a besoin de la Chine comme marché, parce qu'elle vend à la Chine, et que c'est du business, et c'est énormément de business. Le dilemme américain est le suivant, que Biden avait résolu d'une façon particulière. Biden avait dit, nous, on coupe les exportations des puces de dernière génération, on n'envoie rien à la Chine, parce que sinon, elle va rattraper son retard. Retard qu'elle rattrape un tout petit peu par ailleurs, par elle-même. Trump arrive, il dit, bon, de toute façon, Biden, c'est un vieux... il le déteste, donc by design, il détruit tout ce que fait Biden, mais il ajoute quand même une dimension idéologique en disant, non, moi, avec la Chine, on va faire autre chose. Nvidia, je vais te donner l'autorisation d'exporter quelques puces, pas les toutes dernières, mais assez performantes quand même, pour deux raisons. Un, tu vas me donner 15% de tes bénéfices, des ventes, donc ça, c'est du racket pur, hein. C'est quand même dingue. Nvidia dit, OK, parce qu'en échange, elle réouvre le marché chinois.
Et pour les politiques américains, le discours a été de dire, et par ailleurs, il faut absolument qu'on envahisse le marché chinois de nos assets et de nos actifs, parce que sinon, ils vont se développer eux-mêmes avec leur techno. Donc, on va les coloniser avec Nvidia et nos chips, etc. Calcul potentiellement extrêmement faux. Faux parce que tu parce que la Chine, parce que la Chine est pas stupide. Oui, mais en même temps, tu peux imaginer. C'est vrai que dans l'autre sens, et on va pas revenir parce que c'est tout un sujet à part entière, mais la question de l'arrivée de TikTok et du débat sur TikTok très intéressant, aux États-Unis, c'est un peu l'exemple de la Chine qui a réussi à imposer. C'est quand même, enfin, avec le recul, c'est assez fou de se dire, on parle du pays de la Silicon Valley, etc., où il y avait déjà des réseaux sociaux installés. Ouais. Ils ont réussi à installer un géant avec TikTok, alors que c'est chinois, et pour l'instant, c'est pas interdit et ça reste là. Donc, et ça ne le sera pas, hein, parce que donc Trump, le 20 janvier, le 21 janvier, il a suspendu direct. Elle dit mais non, moi j'adore TikTok. Mais pourquoi ? Parce que c'est là où il a touché les jeunes, c'est là où en fait il recrute. Il y a un truc, et ça me fait penser à quelque chose. TikTok ou X ou peu importe. Parce qu'ils sont tous bidouillés à la fin des fins. Aujourd'hui, l'algorithme de X n'est pas tellement plus sain que celui de TikTok, qui n'est pas sain non plus. Donc, ce qui est très intéressant, c'est toujours sur ces liens, c'est de comprendre que les réseaux sociaux, en l'occurrence, demain les métavers, parce qu'ils reviendront, et tu verras qu'ils reviendront pour des questions géopolitiques d'ailleurs, de recrutement, d'endoctrinement, de propagande, etc., et d'ingénierie sociale. Mais X ou TikTok, ce sont des masses technologies. C'est-à-dire, c'est ce qui te permet, en fait, de faire de la mobilisation de masse, du recrutement, de la propagande, et en fait, d'installer ton régime de vérité, qui devient un régime de réalité alternative. Trump, c'est ça. On n'est plus du tout dans la post-truth, on n'est plus du tout dans de la post-vérité. Et là, c'était 2016, tu me disais les différences. Ça, c'est terminé. C'est déjà des vieilles lunes, ce truc. On est aujourd'hui dans une réalité alternative, à coup de signes, à coup d'images, à coup de vidéos. Et de fait, le récit dominant aujourd'hui est celui de Trump. Et cette différence, c'est quoi de réalité alternative ? C'est de pouvoir, d'être capable, en tant que personnalité politique, et c'est pas propre aux États-Unis, hein, mais Trump incarne ça, de pouvoir potentiellement dire quelque chose qui est factuellement complètement faux et de pouvoir l'assumer et le dire. Alors, il y a eu la question et je crois que tu le cites en exemple de l'aide américaine à l'Ukraine, où effectivement il y a eu des chiffres. Et donc, il y a eu des moments assez lunaires où effectivement il y a des chiffres qui sont avancés. C'est genre, non, c'est pas les... Mais il fait pire que ça. Ça, c'est post-truth. C'est je vais te raconter une fake news ou même un alternative fact, parce que c'était ça aussi leur concept de 2016. C'était de dire, c'est là où il n'était pas prêt. C'est votre vision de la réalité. C'est un peu le et là, discours, c'est là où il était encore un peu mignon, un peu naïf, un peu pas très musclé, Trump. Donc, 2016, premier mandat, on était dans la post-vérité. C'était un énorme édito de Catherine Weiner dans Le Guardian où elle expliquait ça, qui avait vraiment fait Flores. Donc, on est dans la post-truth. OK. C'est-à-dire, on va créer en gros, des fake news, du mensonge. Et puis, ça va donner la folie furieuse du fact-check. On va fact-checker de façon compulsive parce qu'on a cru que c'était ça l'alpha et l'oméga de la démocratie, mettre des fact-checkers partout. Trump l'ayant compris et Trump étant a toujours un coup d'avance, de toute façon, dans ses fourberies. Aujourd'hui, il n'est plus du tout dans la post-truth. On est dans autre chose. On est dans du gaslight. Le gaslighting, c'est quoi ? Ça, c'est un truc... En écrivant le livre, je me disais, mais il y a un truc qui est bizarre. J'ai terminé l'écriture à l'hiver. Et donc, il était déjà président. Et je me suis dit, il y a quand même un truc qui cloche. Il y a un truc sur lequel je n'arrive pas à mettre un mot. C'est qu'il y a deux réalités qui ne se croisent plus. Il y a sa réalité à lui, ce qu'il raconte. Tu vois, Trump-Gaza, c'est dingue cette vidéo. L'humiliation de Zelensky dans le bureau. On n'est pas dans la post-truth, là. On est dans autre chose. Et tu as, en parallèle, des Américains qui faisaient des manifestations dans un cadre d'ailleurs démocratique, parce que c'est ça qui est fou aussi, c'est que pour l'instant, en tout cas, Trump continue à évoluer dans un cadre démocratique tout en étant une espèce de new facho, quoi. Et les deux réalités ne se rencontrent plus. C'est comme si il avait complètement évider les institutions et les manifestants. C'est-à-dire que tu peux avoir une Cour suprême, tu peux avoir des cours fédérales, tu peux avoir des manifestants, et pourtant, ça ne change rien. Il continue. Oui, tu parles de post-law, et encore le côté manifestation, certains diraient que même en France, il peut y avoir des manifestations monstrueuses, c'est pas ça forcément qui changera quelque chose, mais là, la différence, c'est que c'est pas que il peut y avoir une opposition massive et je vais réagir, c'est aussi... Il y a des lois qui sont là en théorie pour dire ça c'est ton rôle, ça c'est pas ton rôle, ça c'est à toi de le faire, ça c'est pas à toi de le faire. Et Trump, ça effectivement, ce que tu dis, et on l'a vu factuellement sur un certain nombre de sujets, y compris les droits de douane, le balaye et dit non mais en fait je le fais et c'est à moi de le faire, quoi. Déjà il a l'arme des décrets. La Cour suprême est quand même à sa botte, donc il avait préparé le truc. Là, en ce moment où on se parle, il est quand même en train de
prépositionner quand même les élections à venir pour essayer de les gagner, parce qu'il n'est pas si sûr de ça, de remporter. Mais il y a quand même cette histoire, le gaslighting, c'est l'idée de dire, tu parlais d'inventer les faits et de post-vérité. Le cran d'après, ce n'est plus d'inventer des faits. Ça, d'accord, on y est tous maintenant habitués, et c'est d'ailleurs grave que ce soit banalisé, mais c'est en fait de te faire croire que ce que tu vois, que ce que tu crois, il faut de te faire douter systématiquement. Il crée le doute. Et il crée le doute comment ? Et ça, c'est très Orwell. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a lu 1984 et qu'il a le playbook et qu'il est en train de l'appliquer. Tu sais, dans Orwell, il y avait un truc qui s'appelait le doublethink. Le doublethink, ou la double pensée en français, c'est de dire, je vais te donner une injonction de mots contradictoires et en fait, je vais casser tes repères, je vais te matraquer et tu vas finir vraiment par douter des mots. La guerre, c'est la paix. C'est un doublethink. Je t'explique que la guerre... Oh, si toi, tu me dis, à ce moment-là, la guerre, franchement, c'est la paix. Et moi, je te dis, non, la paix, c'est la paix, et la guerre, c'est le contraire de la paix. Non, la guerre, je te jure, je te prouve, c'est la paix. Je te dis, attends, je réfléchis, mais peut-être, attends, que Hugo, en me disant ça, il a raison. C'est exactement ce que fait Trump, pratiquement mot à mot, quand il dit, repris par Netanyahou d'ailleurs, la paix par la force. C'est exactement ça. On est dans du doublethink. Et en fait, tu ne sais plus la définition des mots. Quand il te dit freedom of speech, liberté d'expression. La liberté d'expression maximale parce que c'est le premier amendement et c'est moi, Donald Trump, avec Elon Musk, qui va défendre votre premier amendement. Je suis votre défenseur, je suis votre sauveur. Et aujourd'hui, c'est le retour de la liberté d'expression contre ces psychopathes, censeurs de démocrates, ennemis de la nation. À peu près, c'est ça le discours. Le doublethink, ici, c'est de dire, mais en fait, OK, la liberté maximale, tant que c'est la mienne. Tu vois, donc elle est extrêmement restreinte à ma liberté, mais pas la tienne. Donc si toi, tu t'exprimes en revanche, tu es censuré, tu es shadowban, ou tu es très embêté, harcelé, tu as des procès bâillons, et demain peut-être une censure pure et simple. Oui, donc c'est le côté... mais on peut le voir dans tout un tas de situations, y compris en France, y compris dans d'autres conflits. Donc ça pose une question plus large sur... la question de l'utilisation des mots. Et là, pareil, donc on a commencé à en parler là, mais tu évoques beaucoup la question de 1984 ici. Ça a pris une forme très concrète du côté de Trump avec cette volonté de bannir certains mots, de travaux de recherche, etc., de l'administration et de faire en sorte que certains mots ne soient pas utilisés. Toi, quand tu as vu ça, qu'est-ce que ça t'a... Enfin, quel était ton regard sur le sujet ? C'était quelque chose de surprenant de ton côté de voir ça ? La seule chose qui m'a surprise, moi, c'est la rapidité. C'est la rapidité et le manque de tabou. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du 21 janvier, Trump, il va commencer à signer tous ces décrets en folie. Enfin, ça pleuvait. Et les premières cibles de ça, c'était les facs, c'était Columbia d'abord, c'est Harvard, c'est les programmes de recherche, en fait, tout ce qui va toucher au commun, aux libertés et au commun. Donc, il ne va pas toucher aux sciences dures. Parce que l'IA, parce que les maths, parce qu'on revient à la question de la puissance, mais il va toucher à tout ce qui permet de faire nation en acceptant l'altérité, les différences, un certain nombre de droits communautaires, etc. Donc, il va vraiment très vite toucher au climat et au droit. Et au commun en général. Et ce qu'il va faire, c'est des mots qui sont... Et c'est le New York Times, c'est très intéressant, il va vraiment recenser, ils vont créer un site où ils vont recenser des mots interdits. Je ne sais pas si on se réalise. C'est la première démocratie américaine. Et en fait, 24 heures après son investiture, il y a des mots qu'on n'a plus le droit d'utiliser. On le réalise ou c'est banal, ou il a réussi à tout banaliser à ce point. C'est extrêmement grave. Ça, en fait, c'est... on peut penser aux autodafés du Moyen-Âge ou en fait aux années 30, sincèrement. Il y a des points de résonance absolument majeurs et très très importants avec la montée des fascismes et en fait des totalitarismes, si on va un peu plus loin dans le raisonnement. Donc des mots interdits, des bases de données qui sont scratchées, des programmes qui sont arrêtés, des profs et des étudiants qui sont harcelés, enfin, des visas qui ne sont pas octroyés, des gens qui sont virés. Donc, c'est quand même, on parle de ça. Là, en ce moment, il y a un musée, ils sont en train de réécrire l'histoire, notamment sur l'esclavage. Quand ils renomment, tout à l'heure, on disait, oui, ils renomment le golfe du Mexique, golfe d'Amérique. C'est pas juste un caprice. En fait, il prend des mots, il prend une histoire, il la réécrit. Ça, c'est Orwell, et ça, c'est pas des dictatures. Ça, ce ne sont pas des démocraties illibérales. Ça, c'est un autre concept. Ça, c'est du fascisme. Et j'en reviens justement naturellement à la prochaine question. Tu évoques beaucoup dans le livre la question de ce terme de fascisme, la façon dont il y aurait
des éventuels parallèles ou des différences dans la situation actuelle et typiquement la situation des années 30 et la montée du nazisme ou autre. On va essayer de résumer ça et de bien amener ça, mais comment est-ce que tu perçois cette question aujourd'hui? Est-ce que, comme un certain nombre de chercheurs, t'estimes que Donald Trump est fasciste? Est-ce que c'est un terme que tu utilises? Quand j'ai commencé à écrire, donc le 13 juillet 2024, la question initiale, mais qui s'est transformée au fur et à mesure de l'écriture, parce que l'écriture est vivante, les mots sont vivants, ce que Trump a compris. Mais c'était de dire, est-ce que le Trumpisme est un fascisme? Et c'était une question très ouverte dans ma tête. Elle n'était pas du tout tranchée. J'ai pas écrit pour essayer de prouver un point. J'ai essayé de me dire, est-ce que ça l'est? Et en fait, c'est oui et non. Et c'est un peu ça aussi le livre. J'essaie de sortir un peu des trucs un peu binaires, le méchant, le gentil, le facho, parce qu'en plus, tu es toujours le facho de quelqu'un par ailleurs, hein, donc c'est un peu simple. Il y a des points de convergence très clairs aujourd'hui sur la question de l'usage du langage, de l'usage des mots, de la militarisation en ce moment de l'espace public et de la sécurité civile, notamment avec le déploiement de la National Guard, de la garde nationale à Washington, à Chicago peut-être bientôt. Absolument. Ouais. La question idéologique ou même le récit, c'est-à-dire les mots qu'il utilise, l'agenda qu'il a, expansionniste, xénophobe, il y a quand même un culte de la personnalité. Je ne sais pas si tu as jeté un œil, et je sais que tu as jeté un œil aux réseaux sociaux de POTUS, de White House et de Trump. Ah oui, c'est hallucinant. Ouais. Donc, on est quand même dans un style très facho. En revanche, il n'y a pas encore de parti unique, il n'y a pas encore de violence, disons, physique de masse. On a des groupuscules de type bottes noires ou chemises noires, les Proud Boys, etc. Mais c'est encore très circonscrit, mais ça existe. Et d'ailleurs, avec une filiation fasciste, même néo-nazis en réalité, eux, dans leur cas, carrément, et assumé, hein, ça c'est très documenté. Ouais. Je cite d'ailleurs les chercheurs américains qui vont travailler là-dessus, sur les Proud Boys. Donc, il y a des points de convergence, mais aussi des points de différence. Il n'y a pas de parti unique, il n'y a pas aujourd'hui de répression massive, il y a des déportations dites de masse, il y a de l'arbitraire très clair, il y a la rhétorique de l'ennemi intérieur, j'y reviens, et donc ça, c'est les années 30, pur sucre, pur jus. Et le refus, ce qu'on disait tout à l'heure, le refus de l'état de droit, en tout cas le refus de certaines règles qui existent aux États-Unis en matière de constitution et des rôles de chacun aussi. Il les contourne. Ouais. Il les contourne. Ouais. C'est toujours un peu, c'est cette zone grise bizarroïde. Il contourne. En plus, aux États-Unis, tu as le système du fédéralisme, puis après tu fais appel, etc. Là, par exemple, sur sa guerre commerciale, il y a eu, voilà. Donc il fait donc ça, le temps que ça traîne, il joue un peu. En fait, il joue un peu avec ça. Et puis il a verrouillé, mais dans un cadre quand même qui reste. Quand Mussolini en 22 il va arriver, il va rentrer il va installer, il va faire une dictature de régime, et il va faire une rupture de régime. Là, on est dans quelque chose de hybride, comme l'époque. Et puis, il y a une centralisation du pouvoir, ça c'est très clair, avec un régime qui est ultra présidentialisé. Mais attention, il ne gouverne pas seul. Il y a les idéologues derrière lui, et puis il y a les géants technologiques qui lui permettent aussi de développer ce qu'il a envie de développer comme rhétorique. Donc, moi, je parle d'un fascisme simulacre. Et d'ailleurs, je ne parle pas du tout de technofascisme, parce que ça, c'est juste de dire c'est des fachos, mais avec de la tech. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a un gars qui s'appelle Baudrillard, qui a écrit un livre majeur, culte, que je recommande à tout le monde de lire, pas du tout difficile à lire, et qui développe le concept de simulacre. Le simulacre n'est pas la simulation. Le simulacre, c'est de dire, en fait, on va créer une hyper-réalité. C'est pour ça que je parlais de réalité alternative, de deux réalités qui ne se croisent plus, etc. Il parle du concept d'hyper-réalité, où, en fait, la chose que vous allez analyser, elle n'est pas fausse, elle n'a plus de copie. C'est en fait un spectacle qui dépasse en fait son original. En gros, je parle de fascisme simulacre dans le cas de Trump et peut-être un jour nous, parce qu'il ne se réfère jamais aux années 30. Il en a certains codes, il en développe d'autres, les réseaux sociaux, l'usage des images, la rhétorique, l'usage des médias. Il a très bien compris la saturation cognitive par le flux. Le content en permanence. Donc, il passe son temps à créer du contenu. C'est l'influenceur en chef, hein, Trump. Il fait le show. Donc, en fait, c'est un fascisme. Il l'assume. Il dit souvent, parfois, ça ferait une bonne séquence à la télé en parlant de Zelensky quand il était à la Maison-Blanche. Bien sûr. Ouais. Donc, il pense toujours... En fait, tout est instagrammable pour lui. Donc, il vit dans ce monde-là. Donc... C'est un fascisme spectacle, il fait le show, mais ça ne veut pas dire que c'est un faux fascisme. C'est un vrai fascisme nouveau qui se réfère qu'à lui-même.
il ne se réfère pas aux années 30. Et c'est Umberto Eco qui avait écrit un livre au début des années 90 qui essayait de comprendre l'essence du fascisme. Et dans une acception, disons, générique. Dans l'école des historiens du fascisme, vraiment pour prendre toutes les pincettes et pour pas être mal comprise, tu as deux écoles. Tu as l'école restrictive qui va te dire que le fascisme, c'est daté, c'est historique, c'est les années 20, 30 et basta cosy. Et d'ailleurs, le nazisme est plutôt un totalitarisme, si on se réfère à Hannah Arendt. Donc, c'est le cran d'après à ne pas confondre. Et c'est pour ça que moi, je parle de système totalitaire. Le fascisme est quelque chose de transitionnel dans mes grilles de lecture, parce qu'en fait, on est dans autre chose. Dans un totalitarisme soft, cognitif. Et ça, c'est plutôt la partie Musk et la clique. Et Trump est le marchepied de ça. Hein. Son fascisme est le marchepied de autre chose, d'un totalitarisme invisible à l'œil nu. Et donc, tu as l'école restrictive, et puis après, tu as l'école générique, avec Paxton, avec Umberto Eco et avec d'autres qui vont te dire, mais en fait, non, il y a une essence fasciste qui peut se retrouver à d'autres moments de l'histoire, puisque nous n'avons jamais résolu les causes. La misère, la dignité, l'humiliation de certains pans de la population. Et donc, une espèce de métacapitalisme complètement prédateur. Donc, dès l'instant où tu n'as pas géré ta cause, tu vas toujours avoir une espèce de truc purulent qui va revenir. Tu parles de cycle du capitalisme, je sais pas, la crise récemment 2008 ou évidemment le Covid, etc. Tu parles de ces crises du capitalisme et ce que tu dis dans le livre, sans vouloir déformer ce que tu dis, mais c'est s'il y a des crises du capitalisme, on observe que visiblement aussi, il y a des remontées du fascisme, et c'est une forme de cycle de ce point de vue-là aussi. Bien sûr. Ouais. Parce que tu as le repli, parce que tu insécurises toutes ces histoires. Et tu sais, nous, par exemple, en France, on a eu toutes ces inflations d'insécurité, l'insécurité identitaire, culturelle, ça. Ouais, mais en fait, ça raconte ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le commun n'existe plus. On n'est plus sur des croissances, sur un plein emploi, sur la sécurité, celle de tes enfants, etc. Et donc, tu te replies sur ton intime immédiat et c'est toujours la faute des autres, donc le bouc émissaire. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a une essence fasciste, mais qui est très plastique. Attention, donc tu ne vas pas retrouver le discours de Mussolini. Ce serait débile, de le croire ou de le dire. Il n'y a pas d'appareil fasciste aujourd'hui aux États-Unis. Il y a des codes, mais qui ne se réfèrent qu'à Trump lui-même. Il ne se réfère pas au passé. Et d'ailleurs, pour une raison très simple, c'est qu'il a une inculture de l'histoire européenne. Lui, son référent, c'est McKinley, c'est le Gilded Age. C'est pas Mussolini, Trump. Donc il y a aussi ça. Attention à ne pas lire l'Amérique par nos yeux européens. Mais Umberto Eco disait, on peut jouer de 1000 façons au fascisme, mais à la fin des fins, on joue toujours au même jeu. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu as plein de variations, il y a plein de choses très nouvelles et qu'il faut regarder parce qu'elles vont demain amener autre chose. Les questions, par exemple, de totalitarisme cognitif, par exemple. Mais tu as un corpus qui revient à ça et qui est en fait une espèce de plaie purulente de tout ce qu'on n'a pas réussi à régler. Et pour revenir à la question du simulacre, en fait, Trump, il nous montre quoi ? Il est le point paroxystique de quoi ? De nos démocraties malades. En creux. Si on se détache un tout petit peu de Trump, il est juste en train de nous expliquer qu'on a failli. Et il va bien falloir qu'on le dise et qu'on l'assume. On a merdé. Et c'est pas grave. Mais le temps qu'on le réalise, le temps qu'on le dise, le temps qu'on répare, oui, on va passer par des moments un peu obscurs. Ça, c'est clair. Mais juste pour insister là-dessus, parce que je pense que c'est un point assez central de ton livre, la dimension de simulacre, cette dimension-là, donc il y a la dimension de réalité, tu parlais du gaslighting tout à l'heure, mais c'est le côté être dans en permanence de du tout. doute permanent, du show aussi important qui est... Mais on pourrait se dire aussi... C'est la saturation. En fait, il nous sature. Et la saturation cognitive fait qu'en fait, on devient collectivement incapable de penser, puisqu'on est dans le commentaire. En fait, il nous alimente. Et en fait, il nous a mis dans un autre mot. Ça, c'est Bateson, c'est le double bind. C'est en fait, quel que soit le move que tu fais, t'es piégé. C'est clair. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Si tu ne le commentes pas, tu passes à côté de l'actu. Mais si tu le commentes, tu le nourris. Donc, en fait, on est foutu, quel que soit le move qu'on fait. On parlait de la question du fact-checking tout à l'heure, qui a certes un travail important, mais qui est un travail limité dans l'impact et l'effet qu'il peut avoir. Donc, le fait de vérifier des propos mensongers ou autres, c'est un exemple aussi, parce que Trump va dire quelque chose ou autre, une personnalité va dire quelque chose qui est faux, il y a un fact-checking qui est fait par un média. Mais c'est déjà trop tard. Il suffit pour le politique de dire, alors déjà c'est souvent trop tard et c'est moins vu que le truc, mais il suffit de dire, regardez, on essaie de me censurer, on essaie de me... Rappelle-toi, they're eating the dogs, the cats, etc. Ok, on a fact-checké, c'est aberrant.
Mais oui, Trump qui disait littéralement que des migrants mangeaient des chats, des chiens à Springfield. Des Haïtiens. Ouais, non. Mais donc, le temps que tu rétablisses, on est déjà passé à un autre contenu, on est déjà passé à un autre flux. J'appelle ça d'ailleurs dans le bouquin la fluxcratie. On n'est plus dans des démocraties, on est dans des systèmes de gouvernement qui sont aujourd'hui sous la dictature du flux. Nous tous, nous en faisons en permanence. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu blanchis le discours des autres, surtout quand ils sont dangereux, donc c'est un problème. Ce que tu fais, c'est que tu anesthésies la capacité de prendre du recul et de penser, puisqu'il faut être dans le commentaire permanent pour ne pas rater quelque chose, parce que dans le flow, peut-être que tu vas rater un truc. Et c'est là la folie. Et c'est une folie collective. On est tous en train de participer à ça. Et comment tu vois le rôle des médias dans tout ça et la question de leur responsabilité? Parce que évidemment, dans ce genre de situation, le fait de prendre le temps, d'analyser les choses, etc., ça paraît évident, il faut le faire. Mais il y a aussi la question, quand Trump, il y a quelques mois, publie sa vidéo générée par IA sur Gaza et qui fait ça, c'est une énormité, évidemment, sur la forme. C'est un truc de... même nous, en fait, en tant que journaliste, on se pose la question de se dire, est-ce qu'on en parle? Si on n'en parle pas, comment est-ce qu'on peut ne pas parler d'un truc aussi important? Tu es double-minded. Non, mais oui, mais c'est là la question. Et c'est pas que pour Trump. Il y a plein de situations, ce genre de tension arrive, et d'un point de vue éditorial, de se dire, est-ce qu'on doit le traiter? Mais si on le traite pas, ce serait bizarre de pas le faire. Exactement. Comment est-ce que tu vois ça? Et on a perdu à tous les coups. Comment je vois ça? Les médias, ça veut rien dire. Ça, c'est la première chose. Non, mais c'est très important. Et moi, je ne vais pas te faire du tout la dichotomie sur la polarisation, parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est le flux et le non-flux. Sur la séquence Trump, les 6 premiers mois de Trump, disons, ceux qui ont fait vraiment un vrai taf, un vrai travail d'essayer de décryptage, une fois que la sidération est passée, tu te rappelles, on était tous soi-disant sidérés. On n'était pas sidérés, on était gaslightés, c'est pas pareil. Hein. La sidération, elle est débile. On savait que Trump allait gagner, on l'a déjà eu sur un premier mandat. Enfin, faut arrêter de dire qu'on était surpris. Faut pas se mentir, faut être un peu honnête avec soi-même. Donc on n'était pas sidérés, on est toujours gaslightés. Et d'ailleurs, les premiers gaslightés, c'est pas nous, c'est les leaders politiques. Regarde les leaders européens, ils savent plus où se foutre, ils savent plus quoi faire. Encore aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, on est gaslightés à tous les étages. C'est du gaslighting politique, géopolitique. Donc la question des médias, pour revenir à ça. La presse écrite, moi que j'avais un peu lu, parce que pour pouvoir écrire et travailler, moi j'ai tout fermé. Et j'avais plus de notifs. On y reviendra à qu'est-ce qu'on peut faire, nous. Et on peut faire plein de choses, en réalité. Hein. C'est aussi un discours à déconstruire, le discours de l'impuissance, et on peut rien, et c'est énorme, et ça nous dépasse. C'est faux. Ça, c'est aussi un narratif qu'il nous faut, nous, déconstruire. Mais, donc, en tout cas, moi, je l'ai déconstruit sur moi-même, parce qu'il fallait que je rende ce manuscrit. Et donc, j'ai tout arrêté. Ouais. En gros, tu sais ce que j'ai fait? J'avais une notif à 8h du matin, Le Monde, New York Times, et je m'arrêtais là, et basta. Et le soir, quand j'arrivais, j'avais rien raté de plus, pour de vrai. Hein. Tu fais le test, t'as pas raté grand-chose. Et s'il y a vraiment une troisième guerre mondiale, tu le sauras bien assez tôt. Tu n'auras pas besoin de 1000 notifs et de vibreurs. Donc la presse écrite que moi j'avais suivie de part et d'autre a vraiment essayé de faire un vrai travail de décryptage de fond. Et donc je me suis retrouvée à lire des éditos à droite à gauche, vraiment de gens qui sont allés relire des bouquins d'histoire, des bouquins de psychologie, etc. Il y a eu un vrai travail. Parce que la presse écrite, par définition... Le temps est différent. Est très différent. Mais même si tu es à 24 heures près, c'est toujours ça de prix. C'est-à-dire que tu as le temps de travailler ton texte, et puis c'est l'écriture. C'est pas du tout le même geste. Sur les médias de flux, je crois que ça a été beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile parce que tu es obligé de faire du contenu, et surtout sur des contenus quotidiens, par exemple. À un moment donné, c'est devenu du bruit. Et quand tu fais du bruit, le bruit n'est pas neutre. Le bruit, en fait, sature l'esprit critique, sature l'esprit des gens, sature l'opinion publique, sature... C'est un objectif aussi théorisé par Steve Bannon, par exemple. Absolument. À l'époque. Ce qui était un ancien, il est un peu plus distant maintenant, mais proche de Trump. Bien sûr. Qui a théorisé tout ça. Ouais. Bien sûr. Donc, et c'est la base. C'est-à-dire que tu satures, et en fait, c'est de la torture cognitive, c'est de la torture de masse, c'est juste invisible. Et on l'a été. Et d'ailleurs, l'effet dégueulasse que tu obtiens derrière, c'est pas du tout des fachos. C'est en fait des gens qui, en fait, se détournent de la politique. Donc en fait, on a tous perdu à la fin, collectivement. Donc la question de la responsabilité des médias, je ne suis pas du tout journaliste, donc je ne me permettrai pas du tout. Mais elle est très difficile parce qu'elle est existentielle aujourd'hui. Et dans un moment de bascule politique, où on est quand même face à des idéologies qui peuvent être très vite des autoroutes vers des trucs un peu dangereux, moi je trouve dangereux, elle doit vraiment se poser. Et là où encore une fois, là où elle n'est pas évidente, c'est qu'il y a des choses qui sont tellement
inédites et qui marquent quelque chose et qui, dans certains cas, peuvent être graves, en fait, nous, on a eu ce sujet. On a eu le cas, par exemple, de notre format des actus du jour qu'on fait sur YouTube. On a énormément parlé de Donald Trump ces derniers mois, pas que de Trump en tant que personne, mais de tout ce qui se passe derrière. Parce qu'un certain nombre de fois, on s'est dit, mais on peut pas ne pas évoquer ce qui se passe là. Alors, on essaie dans notre traitement, du coup, d'amener de la profondeur à la chose et de on va dire, pas rester juste à les propos des uns et des autres et à essayer de comprendre ce qui se joue derrière. Mais c'est vrai que je pense que c'est là où c'est quelque chose de pas évident, c'est que c'est des... Je te donne un truc, en t'écoutant, j'y pense. J'y pense comme ça. Mais si j'avais été une podcasteuse de renom à millions de followers, mais vraiment au hasard, en fait, je traiterais Trump, mais toujours avec une semaine de latence. Jamais à chaud. En se disant quoi? En se disant, certaines des choses qui sont évoquées là, dans une semaine, elles n'auront aucun intérêt? Exactement. Et tu verras que ça ne changera rien du tout. Et qu'on te regardera de la même façon. Mais avec beaucoup plus de champ et de profondeur. C'est-à-dire que tu sauras faire on saura d'ailleurs tout. Moi-même, c'est ce que je fais. Tu ne traites jamais à chaud quand ça tombe. Parce que dans le lot, tu as énormément de déchets et parce que c'est son objectif. Que tout ça c'est du bullshit. Donc en fait, c'est de l'enchitification, tu sais, d'intérêt. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, et dans le lot, tu as un truc. Et donc, pour faire la différence et ne pas sombrer dans le commentaire, parce que c'est ça qui nous... C'est ça le risque, bien sûr. Ouais. C'est peut-être de Trump, le traiter toujours à une semaine d'écart, à moins que ce soit vraiment un énorme truc, parce que tu peux pas, parce que c'est vraiment l'actu. Mais il y a peut-être ça. Ou alors revenir à froid. Mais c'est la difficulté, c'est que je pense qu'il y a des formats ou des cadres où c'est possible de le faire. Il y a aussi des médias et des cadres où en fait, ce serait... On en revient à ça. Ce serait bizarre, étonnant de ne pas du tout l'évoquer. Et ça pourrait d'ailleurs être reproché à des médias, de dire, mais attendez, il se passe quelque chose, vous n'en parlez pas. Trump a publié une vidéo générée par IA ultra provocante sur Gaza. Comment ça se fait que vous n'en parlez pas, quoi? Il pourrait y avoir aussi cet effet-là de genre, c'est grave et il faut en parler, quoi. Après, la vidéo de Gaza, tu as absolument raison. Et c'est pour ça que je te dis, en fait, on est double bind. Je suis pas en train de déconner quand je te parle de gaslight. Hein. J'ai vraiment bossé mon sujet. On est bloqué. Et quand tu es dans une injonction contradictoire et que quel que soit ton move, t'as perdu, c'est des techniques de manipulation. Et on est tous manipulés à échelle planétaire. It is, c'est comme ça. Et Trump n'est pas le premier à avoir joué sur cette question de faire du sensationnel d'une façon ou d'une autre pour amener une réaction et être présent en fait d'une façon ou d'une autre, y compris en France. C'est pas du tout quelque chose de nouveau, mais c'est une autre échelle, un autre niveau, effectivement. Une autre échelle, tu vois bien, mais même pour travailler, mais même pour moi, pour théoriser. Là, le truc, l'enjeu, tu vois, j'ai le même problème. L'enjeu pour moi, c'était de dire, est-ce que je vais être capable de théoriser en temps réel? Parce qu'en général, tu théorises plus tard. Hannah Arendt, quand elle écrit le système totalitaire, elle écrit quand c'est fini. Bien sûr. Là, le truc que je m'étais dit, c'est il faut que j'arrive à poser la théorie pendant qu'ils le font. Et donc, j'étais dans la même injonction contradictoire. La même. La place de l'Europe et plus précisément de la France dans tout ça, comment tu la perçois? Il y a un peu deux questions en une. La première question que je vais te poser, c'est comment, selon toi, la France et l'Europe doivent réagir face à Trump et face à ce genre de situation qu'on a pu évoquer là? Et la deuxième question que je te poserai après, c'est est-ce que tu vois ça arriver, enfin ce genre de situation arriver en France? Si oui, est-ce que c'est avec ces mêmes, en l'occurrence, c'est cette tech américaine qui finalement va avoir cette même influence sur la France? Bref, comment est-ce que tu vois tout ça? Peut-être déjà sur la façon de réagir face à Trump, parce qu'on en a un petit peu parlé. Alors, on est, sincèrement, et je ne veux pas faire de catastrophisme, mais on est extrêmement mal barré. Et on est mal parti à deux égards. Le premier, je passe très vite parce que c'est du populisme un peu facile, mais néanmoins très vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. C'est-à-dire que tout le monde, par exemple, si je descends à l'échelle France, je ne sais pas, il faudrait un jour que quelqu'un compte le nombre d'occurrences de De Gaulle dans les références, dans les discours, etc. Ils sont tous gaullistes, tous. D'accord, mais tous. Sauf qu'il n'y en a pas un qui en a le début d'un discours, d'un courage, d'une décision. Là, on est dans une situation actuelle en France, tu vois, où on est en train de se demander... On est encore dans une crise politique d'instabilité comme il y a un an. C'est extrêmement grave pour nous. Pas pour des questions de dette ou d'endettement, je ne sais quoi. Je ne rentre pas dans ce sujet-là, ce n'est pas du tout mon expertise. Mais par rapport, en fait, au rayonnement de la France. Et parce que pendant que tu fais tes calculs de qui va gagner, quel est le prochain gouvernement, et qu'on va tous commenter ça, et que ça va saturer tout le monde, et que globalement, en plus, je crois qu'en France, les Français, ils commencent à en avoir un peu ras-le-bol de ça.
Pendant ce temps-là, on n'est pas en train de quoi faire. On n'est pas en train de construire notre vision industrielle, on n'est pas en train de construire notre stratégie, on n'est pas en train de construire le futur du travail avec l'IA, parce que les gains de productivité, on va commencer à les voir dans 10-15 ans. Factuellement, hein, au-delà du bullshit de la fin de l'homme, la fin de l'humanité, la fin des jobs. La vérité, c'est que c'est une révolution industrielle et que, comme chaque révolution industrielle, on en aura les gains dans 10 ans. Donc, qui anticipe ça? Le reskilling, ta main-d'œuvre, donc en fait, l'école, parce que c'est ça. Donc, comment tu vas créer les prochaines générations qui vont être adaptées à ça? Personne. J'ai pas entendu quelqu'un développer quelque chose au début d'un discours sur les vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est pas l'arabe. Les vrais enjeux, c'est pas l'étranger. Les vrais enjeux, c'est pas ça. Les vrais enjeux, c'est est-ce que la France va reprendre à un moment donné les rails avec une vraie réindustrialisation sur les secteurs technologiques? Est-ce qu'elle a le coup d'après? Comment est-ce qu'elle gère ses chercheurs? Moi, il y a un truc qui m'avait vachement fait rire jaune, c'est que tu sais, quand Trump avait commencé son truc contre les chercheurs, etc., la France va les... Non, gars, la France, ça va accueillir personne. Enfin, on n'a pas les moyens de payer nos chercheurs. Enfin, nos programmes sont en déliquescence. Un jour, il faudra aller voir un peu comment se porte l'université ou les laboratoires de recherche en France. Donc, ils sont allés un peu au UK, un peu au Canada, et c'est à peu près tout, en fait. Donc, il faut absolument revenir à des choses extrêmement sérieuses et arrêter un peu tout ce cirque, en fait. Donc, il y a la question du courage politique, donc les concessions à faire à ça, et la question de l'incarnation. Ça, c'est très important. On a beaucoup parlé de qui, nous? De Trump et de Musk. C'est qui? Ces deux mecs avec un visage, avec une identité. On sait exactement qui ils sont, ce qu'ils font, et ils incarnent quelque chose. On les adore, on les déteste, ils sont extrêmement clivants, et on parle d'eux. On parle de qui en Europe? Qui incarne? Oui, à l'échelle européenne, les leaders sont à peine connus. Tu as von der Leyen, parce que vraiment, ric-rac, elle a réussi. Et donc, elle n'incarne pas l'Europe. Par ailleurs, elle a aujourd'hui une gouvernance de ces questions-là qui est extrêmement attentiste et qui est donc très problématique parce qu'elle augmente la vassalisation de l'Europe. Cet été, la séquence de l'été a été très intéressante si on entre vraiment dans le dur. On a eu quoi comme séquence? On a eu le AI Summit américain où Trump a expliqué que les valeurs démocratiques des États-Unis allaient passer par l'IA et qu'on allait dégager toutes les réglementations. C'était full IA, donc aussi avec les questions climatiques en sous-jacent, etc. Full électricité, on y va, les gigafactories. Go. Drill, baby drill, c'était son truc. Quelques temps après, il va, fin juillet, en Écosse, von der Leyen le rejoint. Ici, il y a un accord commercial qui est assez désastreux pour l'Europe. Mais avec la rhétorique de nous dire, c'est moins pire que prévu. Donc là aussi, on est dans du double bind. OK, on a signé, la France n'a pas été contente, mais ayant fait un transfert de compétences, tu peux pas faire grand-chose. Bon. Et puis, quelques temps plus tard, donc c'était il y a quelques jours de ça maintenant, Trump va se fendre quand même d'un post sur Truth Social, qui est son réseau social, disant, en gros, je déclarerai la guerre à n'importe quel État, nation, acteur qui, en fait, enfreindra les intérêts de mes géants technologiques, tous ceux qui oseront faire de la réglementation, de la régulation, qui iront contre les intérêts des big tech américains, me trouveront sur leur chemin. Mais quelques jours, mais quelques jours après ça. Donc en fait, et en face de ça, quelles ont été les réactions? Globalement, silence, et puis je dis fermement que je condamne. Non, rien quoi. Sa déclaration, ouais. Mais du coup, mais c'est là où c'est pas évident, c'est que on se pose la question de, OK, la France, ou l'Europe doit ou veut potentiellement incarner une alternative. Troisième voie, ouais. Mais s'il y a la question de cette place de la technologie qui est aussi importante, est-ce qu'on peut réalistiquement imaginer avoir nos alternatives et les développer et avoir ces dimensions-là? Est-ce que même tout ça est souhaitable dans le sens où, en fait, on a là vu pendant plus d'une heure la question des critiques qui peuvent être adressées au côté Big State et Big Tech. Est-ce qu'on doit reproduire la même chose en Europe? Est-ce qu'il y a autre chose qui est possible? De la même façon, sur le côté leader, c'est un peu une grosse question, mais tu vois, on dit effectivement, c'est très incarné aux États-Unis. En Europe, clairement, ça l'est pas. Mais est-ce que du coup, il faut forcément une incarnation? Est-ce qu'il faut forcément cette dimension-là? Donc, sur les deux aspects, est-ce que l'objectif, c'est de reproduire, selon toi, ce qu'on fait aux États-Unis? Tu as raison. Mais comment est-ce que tu ferais? Alors, moi, il se trouve que je viens d'un ancien pays colonisé par la France. Écoute bien, colonisé. Et c'est très intéressant parce que la troisième voie, c'était la voie des anciens colonisés qui essayaient de ne pas s'aligner au moment, dans les années 50. La troisième voie européenne est très intéressante parce qu'elle reprend la rhétorique des anciens colonisés par elle-même quand elle fut un empire. Donc en fait, on retrouve sur la logique de la colonisation de l'Europe par les États-Unis. Je commence par répondre à ça. En fait, ce qu'on appelle poliment
poliment, parce qu'il faut être poli, parce qu'il ne faut jamais nommer les choses, la vassalisation de l'Europe, qui est devenue un peu périphérique pour aujourd'hui dans les grands blocs de puissance, elle est très clairement en cours. Quand tu regardes aujourd'hui qui sont les pourvoyeurs de cloud, de systèmes d'information, de logiciels d'IA, etc., on a quelques alternatives. Ce n'est pas qu'on n'a rien. Mais l'état de l'art, globalement, aujourd'hui, notamment dans les gros trucs dans les grosses boîtes du CAC 40, dans un certain nombre de fonctions, etc., même la SNCF, par exemple, elle est avec Amazon AWS, tu vois, donc en partie. Donc, tu as quand même une dépendance aux technologies américaines, et pour ça, il suffit de voir les parts de marché. Les serveurs, c'est Amazon, les réseaux sociaux, c'est américain, l'IA, c'est beaucoup ChatGPT aujourd'hui, donc oui, c'est quasiment... Alors, on a du OVH Cloud, on a du... Bien sûr, Mistral, etc. Mais enfin, c'est extrêmement epsilon en termes de parts de marché. Pour plein de raisons, justifiées ou pas, peu importe. Mais factuellement, on en est là, en tout cas aujourd'hui. Sous Biden, ça allait. Aujourd'hui, le problème de Trump, c'est qu'il part vraiment en guerre commerciale. Dire commercial, c'est un peu un euphémisme. Il est en guerre. C'est une guerre. Alors d'accord, c'est pas des tanks et c'est pas des morts, mais c'est un rapport de force dans lequel on est plutôt parti perdant. Je te donne un scénario fiction et tu me dis... Si demain, on va au rapport de force et on dit, nous, on va quand même appliquer le Digital Service Act, le Digital Market Act et le AI Act, le paquet réglementaire qui va... Réguler l'IA, réguler ces géants. Ouais. Mettons que tout d'un coup, on a du courage et on y va. Une réaction, un scénario possible, plausible, comme on dirait aux armées, ce serait lequel? Ce serait que Trump, il appelle les big tech et il leur ordonne, par exemple, d'arrêter pendant X heures, pas longtemps, X heures, peut-être jusqu'à 72 heures, les services. Qu'est-ce qui se passe en France? Ou encore, truc plus simple. Aujourd'hui, une grande partie des câbles sous-marins est aujourd'hui la propriété de Amazon, de Google et de Meta. Il suffit que tu fasses un peu de géociblage. On peut très bien ralentir la latence. Tu n'as plus accès aux vidéos, pas aux mails, pas à grand-chose. Sans que ça nécessite beaucoup de bidouilles. Un executive order et on peut être parti là-dessus. Plus, il y a toute l'extraterritorialité. Oui, parce que Trump aurait la capacité et le pouvoir aujourd'hui, et dans le rapport de force, d'imposer à ces géants technologiques de même imposer des choses. On peut leur demander. Ouais. Et de toute façon, ils diraient pas non. La question se pose en tout cas. Ouais. Donc aujourd'hui, concrètement pour toi, Hugo, ça veut dire que tu n'as plus YouTube, tu n'as plus Insta, tu travailles plus. Très concrètement. Et puis il y a plein d'autres exemples. Tu m'imaginais, la question des serveurs, c'est un très bon exemple parce que c'est la SNCF, ça peut rien. Ouais. Alors pas les hôpitaux, parce heureusement d'ailleurs, alors c'est pas génial, mais on est quand même sur les données extra sensibles militaires, on n'est pas du tout. Mais ça veut dire ça, c'est-à-dire que tu vas avoir une paralysie d'une partie de l'économie, tu vas avoir tu vas avoir un choc psychologique parce qu'on n'aura plus WhatsApp, parce que tu n'auras plus Insta, parce que tu n'auras plus YouTube, parce que tu n'auras plus Google Search. Enfin, je sais pas si on réalise. Nous, du coup, tu es condamné, selon toi, en tout cas, si tu ne crées pas tes alternatives, tu es condamné à perdre ce rapport de force et donc à se voir imposer ce que tu veux. Tu n'es pas condamné. Tu es condamné si tu n'as pas le courage. Mais le courage, et là où j'étais un peu dure, c'est que ce n'est pas que le courage de nos leaders politiques, c'est notre courage à nous de supporter à un moment donné, de ne plus avoir ce qu'on a pour construire autre chose. Ça va supposer des renoncements et ça va supposer des choix qui vont être potentiellement très durs. Et c'est pour ça qu'on rechigne et c'est pour ça qu'on recule. Et par ailleurs, vous l'avez compris, et j'espère que tout le monde l'a compris, la technologie est une hyper-industrie, c'est une industrie. Donc, où est le plan de réindustrialisation de l'Europe et de la France sur les semi-conducteurs? On a des terres rares, on a des trucs. Donc, ils sont où les plans d'industrialisation? On a des chercheurs extrêmement compétents. Comment est-ce que tu les réalloues? Comment est-ce que tu passes l'échelle du marché, c'est-à-dire du go-to-market de tes innovations? À quel moment, en fait, on va se muscler là-dessus? Ça, c'est une question qui est complètement... aujourd'hui ouverte, on va dire. Et en l'occurrence, ça revient souvent effectivement dans l'actualité de voir justement cette question du rapport de force et comment est-ce qu'il est géré par les politiques. Peut-être dernière thématique rapidement que je voulais aborder avec toi. On a parlé beaucoup des États-Unis parce que c'est quand même le focus principal de ton livre, mais il y a la question de la Chine. Quelle différence ou quelle proximité est-ce que tu vois entre le modèle chinois et le modèle des États-Unis? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est Big Tech, Big State version chinoise? Est-ce qu'il y a des choses qui... Non, il y a des différences, bien sûr. Mais c'est pas les différences, c'est pas le jeu des 7 différences, moi, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment est-ce que... alors... La Chine est donc tout sauf une démocratie, c'est même plutôt d'ailleurs un régime très autoritaire, techno-autoritaire, parce que très basé sur la tech, sur le crédit social, sur la reconnaissance faciale, sur tout ça, sur le flicage en fait de ses citoyens à échelle, vraiment, c'est des systèmes de surveillance de masse.
et qui a une velléité vraiment de puissance. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la construction de sa stratégie de puissance, on est un peu comme les États-Unis, d'ailleurs, dans une forme de néo-mercantilisme. C'est quoi? C'est de dire, en fait, on va faire du protectionnisme au sein de nos frontières, et c'est exactement ce que fait Trump. Hein, c'est vous allez rapatrier. Donc, tu sais, tous les plans Apple, Nvidia, mais même TSMC, donc qui est le producteur taïwanais de puces, qui a ouvert ou qui est en train d'ouvrir des gigafactories en Arizona, etc. Donc, on fait du protectionnisme, et en même temps, et c'est là où ça n'est pas du tout isolationniste, on va vous dominer, on va projeter vers vous. La dimension impérialiste qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. C'est les deux dynamiques en même temps. Et c'est les deux dynamiques qu'on retrouve aux États-Unis et en Chine. La Chine, tu te rappelles, les routes de la soie numérique, c'est ce qui se passe en Afrique, en Asie mineure, etc. C'est le rassemblement, il y a quelques jours, du président chinois avec un certain nombre de... Sur le sommet, disons, du nouvel ordre mondial anti-occidental, partant du principe qu'ils ne comprennent pas pourquoi ce serait en fait les valeurs, les normes occidentales qui driveraient ou qui seraient aujourd'hui monnaie sonnante et trébuchante dans le monde. Bon, et d'ailleurs, pour qui voyage un tout petit peu, et je recommande à tout le monde de voyager, alors pas pour aller en vacances et à la plage, mais vraiment pour voyager, aller à la rencontre d'autres peuples, aller en Afrique, aller en Asie. Jamais aujourd'hui le mot Europe ou France n'est prononcé. C'est-à-dire, on n'est plus dans les cartes mentales, hein. Donc sur la question du néo-mercantilisme, on a cette chose commune avec, de part et d'autre, des big tech. Alors, côté États-Unis, c'est plutôt très hétérogène. On y va, on bosse ensemble, on fait des marchés, etc. avec beaucoup de copinage sous Trump. Côté chinois, c'est très différent. C'est une mainmise par la loi. Et en fait, à partir de 2021, ils les ont mis au pas. Jack Ma avait disparu. Et oui, bam. Donc c'est Jack Ma, donc le fondateur, je ne sais pas si c'est fondateur, mais en tout cas président ou fondateur d'Alibaba, qui est donc géant chinois, qui a littéralement disparu pendant une période brainwashé, il lui est arrivé des trucs. Et c'est pas le seul. Et donc 2021, c'est une rupture de... Pourquoi? Parce qu'en fait, le contrat social, le contrôle social doit rester politique. Or, tout d'un coup, il y avait ces big tech avec Alibaba où tu sais, où tu as des interfaces qui consolident toutes les datas. Donc, à un moment donné, il y a eu une espèce de peur du perte de contrôle. Oui, le parti chinois s'est dit, OK, il faut que ces techs-là soient à nous, parce que sinon, on n'a pas... on parlait ton terme d'I-Léviathan. Oui, le d'I-Léviathan. Oui, on n'a pas les deux... Mais attention, le Big State doit rester... C'est même d'ailleurs le PCC, plus exactement, le parti. Ouais. Donc, ça, c'est une différence. Après, moi, ce qui et c'était là, je crois, le sens de ta question, et donc j'y arrive. Ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que nous, ici, donc dans la partie occidentale du monde, qui est donc la mienne, et moi, je me bats pour la démocratie, pour les questions de nos libertés. Ça, c'est là d'où je parle, moi, pour qu'on soit très clair. Moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est que on n'arrête pas de dire, ouais, mais la Chine, c'est un peu tu sais, le repoussoir, le modèle repoussoir. Et ça l'est. Mais je suis quand même très effarée du discours ultra sécuritaire, des expérimentations de reconnaissance faciale qu'on a envie de mettre dans l'espace public en France. Sur, en fait, les questions de technosurveillance, mais parce qu'elles sont invisibles, parce que les gens ne sont pas complètement conscients, parce que ça ne se voit pas, parce que les débats n'ont jamais lieu dans les bons termes, parce que là aussi, tu as une espèce de manipulation cognitive où, en fait, on t'enferme toujours dans le discours binaire. Alors, sécurité ou liberté? Alors, papa ou maman? Oui, le débat est souvent orchestré de cette façon-là. Attends, aussi. À la base, nous, on a droit aux deux. Je veux bien et ma sécurité et ma liberté, si tu veux bien. Je n'ai pas à choisir en permanence dans des logiques binaires simplistes. Or, on t'enferme systématiquement dans ces rhétoriques-là, parce qu'elles sont très simplistes, parce qu'elles sont populistes, démagogues. C'est souvent aussi à la suite d'attentats terroristes ou autres, où il y a aussi la capacité à pouvoir... Ou les JO, et toutes les occasions de toute façon sont bonnes. Par ailleurs, si la reconnaissance faciale et si ces technologies-là étaient connues pour être efficaces, pour neutraliser le crime, le risque, etc., on l'aurait su. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, tu regardes un peu, d'ailleurs, aux États-Unis, c'est vraiment blindé de ces logiciels-là. Ça n'empêche pas les shootings de masse, etc. Ouais. Donc, attention, vraiment, à prendre vraiment beaucoup de recul sur ces rhétoriques très binaires. Et moi, ce qui m'embête, c'est la convergence idéologique. C'est que tout d'un coup, on a un Trump qui a l'air de dire, comme on doit aller vraiment se battre contre la Chine, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je retrouve un peu des relents, c'est-à-dire que son truc de l'homogénéisation de son peuple, tu vois, c'est-à-dire que le woke, c'est vraiment, il faut nettoyer un peu de toutes ces idéologies woke, les homosexuels, les étrangers, etc. Donc en gros, il veut une population blanche, mais qui est en ordre de marche pour aller bosser dans les gigafactories.
Donc, en fait, on retrouve des logiques de contrôle social un tout petit peu similaires. Et donc, ça m'embête parce qu'on ne peut pas se prévaloir de la démocratie et de la liberté, au sens de la liberté politique, tout en ne faisant que converger vers le modèle techno-sécuritaire. Très, très clair. Merci beaucoup. Merci à toi, Hugo. On a évoqué plein de sujets différents. Certains qui rappelaient Technopolitique, qui était ton premier ouvrage, parce que forcément, c'est des éléments de contexte sur la force de ces géants technologiques qui est assez important à comprendre. Mais effectivement, on a beaucoup parlé des États-Unis. Mais c'était important de comprendre tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci.